Alors, bienvenue pour cette dernière session, hein. Vous l'avez vu, on enchaîne, on se nourrit aujourd'hui de connaissances et de partage. Et donc, pour cette dernière session sur les innovations thérapeutiques sur les maladies apparentées, il y aura des sessions, bien évidemment, sur les DFT et les démences, ou en tout cas les maladies à corps de Lévy. Et puis, il y a aussi des aspects d'innovation qu'on voulait sur des innovations en termes de structure et pas uniquement sur l'aspect d'intervention médicamenteuse ou non médicamenteuse. Donc, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Thibault Lebouvier, qui donc travaille au CM2R de Lille, qui là ne va pas nous parler de son essai thérapeutique sur la caféine et la maladie d'Alzheimer, mais qui, je pense, pourra nous en parler lors des prochaines sessions sur les actualités thérapeutiques. Et là, on lui a plutôt demandé de refaire le point sur les maladies frontotemporales. Merci beaucoup Thibault, parce qu'on sait que tu es très, très, très occupé en ce moment. Et je le rappelle, du coup, il est très investi sur le DU, maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Au sein de la fédération, c'est aussi un axe pédagogique très, très important qu'on va consolider dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Thibault, nous t'écoutons. Merci Audrey. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est tout bon? Très bien. Oui, très bien. Eh bien, écoutez, oui, moi, c'est avec un grand plaisir que je réponds à cette invitation pour vous parler des actualités des innovations thérapeutiques dans le domaine des démences frontotemporales, qui est un domaine qu'on apprécie étudier à Lille, dans le Centre Mémoire, Ressources et Recherches dirigé par Florence Pasquier. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt en rapport avec cette présentation. En préambule, je crois qu'on ne peut pas aborder les nouvelles thérapies ciblées dans la DFT sans revenir brièvement, je vous prie de m'en excuser par avance, sur la nosographie complexe des démences frontotemporales. La DFT, ça n'est pas une maladie, vous le savez tous, c'est un groupe de maladies qui est caractérisé par une hétérogénéité clinique, une grande hétérogénéité clinique. Le variant comportemental des DFT étant l'une des présentations cliniques possibles de ces maladies. Et cette hétérogénéité clinique, elle est sous-tendue par une vaste hétérogénéité pathologique. Il y a plus de 20 pathologies différentes qui peuvent causer des dégénérescences lobaires fronto-temporales. On distingue, pour simplifier, trois grandes classes moléculaires de DLFT, les DLFT-topathies, où la protéine qui s'agrège est la protéine Tau, les DLFT tardopathies, où les inclusions pathologiques qui se forment sont des inclusions de TDP43, et des DLFT plus rares, accumulation de la protéine FUS. Et la raison pour laquelle les DFT restent une entité clinique propre en 2021, malgré cette grande hétérogénéité, c'est qu'on est incapable d'établir des corrélations fiables entre la clinique d'une part et la pathologie de l'autre. Le même phénotype clinique peut être sous-tendu par une grande diversité de pathologies et la même pathologie peut se présenter par différents syndromes cliniques. Et c'est la raison pour laquelle la démence frontotemporale reste une entité clinique à part entière en 2021. Alors, il y a tout de même une exception à cette imprédictibilité de la pathologie sous-jacente dans les dégénérescences lobaires frontotemporales. Il y a en réalité deux exceptions. La première exception, c'est l'identification d'une mutation génétique responsable. Et ça arrive assez souvent, puisque les démences frontotemporales sont les plus génétiques des démences. On estime que 30 à 40% des patients présentent des formes familiales avec un mode de transmission autosomal dominant. Et il y a plus de 20 gènes qui ont été identifiés comme étant responsables de dégénérescence lobaire frontotemporale aujourd'hui. Les mutations les plus fréquentes sont les mutations qui portent sur le gène C9orf72. Les mutations C9orf72 sont les mutations principalement responsables des formes familiales de DFT-SLA.
et d'environ un quart des DFT familiales non associées à une maladie du motoneurone. En deuxième position viennent les mutations sur le gène de la progranuline et en troisième position, les mutations sur le gène MAPT qui code pour la protéine Tau. Dans ces cas de DFT génétique, on peut bien sûr prédire la pathologie sous-jacente puisque une mutation est associée à un sous-type histologique particulier. Il y a une deuxième exception à cette imprédictibilité de la pathologie sous-jacente. C'est une exception relative. Il y a certains syndromes cliniques qui sont relativement prédictifs d'une pathologie spécifique. C'est le cas, par exemple, des présentations sémantiques des dégénérescences lobaires frontotemporales qui sont très souvent associées à une pathologie TDP43 de type C. C'est le cas du syndrome de Richardson, le syndrome de paralysie supranucléaire progressive, qui est, dans l'immense majorité des cas, associé à une pathologie de Tau de type 4R. On reviendra là-dessus tout à l'heure. C'est le cas dans une moindre mesure des APP non fluentes. Les APP non fluentes sont souvent sous-tendues par une pathologie DLFT Tau de type 4R, mais c'est très relatif et d'autres pathologies peuvent être responsables de présentation d'APP non fluentes. Vous comprenez donc que les thérapies ciblées aujourd'hui développées dans les DLFT ne vont pas s'adresser à l'ensemble des phénotypes cliniques, mais vont cibler en particulier les formes génétiques de la maladie, où la pathologie sous-jacente peut être prédite, et certains phénotypes cliniques particuliers qui sont presque pathognomoniques d'une pathologie sous-jacente. Alors, on va voir ensemble successivement les stratégies thérapeutiques qui ciblent la protéine Tau, les stratégies thérapeutiques qui ciblent la protéine TDP43. Et pour finir, on verra les nouvelles stratégies thérapeutiques qui ciblent les symptômes de façon non spécifique et qui ne sont pas ciblées sur une pathologie en particulier. Alors, commençons par les pathologies qui ciblent la protéine Tau. La protéine Tau, quelques mots d'abord sur la protéine Tau qu'on connaît tous. La protéine Tau, c'est une protéine associée aux microtubules, associée au cytosquelette microtubulaire et qui a pour fonction de stabiliser le cytosquelette microtubulaire. La protéine Tau est encodée par le gène MAPT qui est situé sur le chromosome 17, sur le bras long du chromosome 17. Et en fonction de l'épissage alternatif de l'exon 10 de son gène, eh bien, la protéine Tau porte soit 3, soit 4 domaines de fixation au microtubule. Et l'équilibre entre la protéine Tau 3R et la protéine Tau 4R est finement régulé. Et s'il y a un déséquilibre d'expression des protéines Tau 3R et 4R, eh bien, ça va favoriser son agrégation dans les inclusions pathologiques. La protéine Tau subit un certain nombre de modifications post-traductionnelles, dont la plus connue est la phosphorylation, qui peut survenir physiologiquement, mais également en pathologie. Alors, il y a plusieurs stratégies pour s'attaquer à la protéine Tau. La plupart des stratégies sont déjà anciennes et ont été testées dans une tauopathie mixte, à savoir la maladie d'Alzheimer. Je pense par exemple aux stratégies qui ciblent les kinases de la protéine Tau pour réduire la phosphorylation de la protéine Tau. Eh bien, des inhibiteurs de protéines kinases ont été testés dans la maladie d'Alzheimer, mais aussi au cours des précédentes années dans certaines formes de DLFT. Je pense par exemple à un essai mené à Nantes qui testait le valproate, donc la dépakine, qui est un inhibiteur de certaines kinases de Tau, et l'essai testait le valproate dans la PSP, et cet essai était négatif. Le bleu de méthylène, qui est un inhibiteur de l'agrégation de Tau, a été aussi beaucoup testé au cours des années précédentes dans la maladie d'Alzheimer, mais également dans la DFT, avec des résultats négatifs. Et puis, d'autres molécules qui stabilisent les microtubules, comme le davunétide, sont toujours en cours d'évaluation. Des essais thérapeutiques qui ont été négatifs n'ont pas essoufflé les chercheurs, et c'est une molécule qui est toujours en cours d'investigation. Mais ce qui a le vent en poupe actuellement, du point de vue des stratégies dirigées contre la protéine Tau, ce sont les stratégies de thérapie génique et les stratégies d'immunothérapie, dont Julien Delrieux vous a dit un mot ce matin.
L'immunothérapie anti-tau, donc elle est testée bien sûr dans la maladie d'Alzheimer, elle l'est également dans les dégénérescences lobaires frontotemporales. Et malheureusement, eh bien, les premiers résultats de ces immunothérapies anti-tau dans les dégénérescences lobaires frontotemporales nous sont parvenus au cours des mois précédents. Ce sont des résultats très très récents. Le gosuranemab, par exemple, qui est un anticorps dirigé contre l'extrémité N-terminale de tau qui est développé par Biogen, avait montré un effet très intéressant dans la PSP. Sur un essai de phase 1B, l'anticorps montrait qu'il était capable de diminuer la fraction libre de la séquence N-terminale de tau dans le liquide cérébrospinal. Donc, la cible était atteinte, mais ce gosuranemab n'a pas montré d'efficacité dans un grand essai de phase 2 qui portait le nom de Passeport, sur le critère de jugement principal ainsi que sur l'ensemble des critères de jugement secondaires. Il n'y avait aucun signal d'efficacité sur cet essai thérapeutique de phase 2 qui a été publié il y a quelques mois. Un autre essai de phase 2 avait testé le même anticorps. Le design était assez interpellant puisque les critères d'inclusion, c'était un panier de tauopathie primaire. Et d'ailleurs, l'essai portait le nom de tau basket. Et on pouvait inclure dans cet essai thérapeutique les différents syndromes cliniques qui correspondent à une DLFT taupathie, à savoir des phénotypes de PSP, des phénotypes de syndrome cortico-basal, des patients porteurs d'une mutation sur le gène MAPT ou des patients présentant une aphasie primaire progressive non fluente, et même des patients présentant une encéphalopathie post-traumatique. Donc, vous savez qu'elle est associée à des agrégats de protéines tau. Mais dans ce large essai a été interrompu après une analyse intérimaire défavorable. Une autre immunothérapie anti-tau a connu la même infortune. C'est une immunothérapie développée par le laboratoire AbbVie qui testait le tilavonemab, qui est également un anticorps monoclonal qui cible l'extrémité N-terminale de la protéine tau. Et même histoire, après une phase 1 encourageante qui montrait que la cible était atteinte puisque ça agissait sur les biomarqueurs. La phase 2, qui s'appelait ARISE, testé donc dans la PSP comme le gosuranemab, a été interrompue après une analyse intérimaire défavorable. Ce n'est pas la fin des immunothérapies anti-tau. D'autres anticorps sont en cours de développement, ciblant d'autres régions de tau, ce qui rend ces immunothérapies intéressantes. C'est le cas du bepranemab, développé par le laboratoire UCB, qui est en cours d'essai thérapeutique dans une phase 1, avec une phase d'extension en ouvert qui est déjà prévue dans la PSP. Donc, vous voyez, encore une fois, on ne s'adresse pas à toutes les DFT, mais à un phénotype spécifique des DFT, à savoir la paralysie supranucléaire progressive, parce que c'est dans ce phénotype-là qu'on peut être raisonnablement certain qu'il y a une tauopathie sous-jacente. La deuxième approche, qui est tendance en ce moment sur le front des approches thérapeutiques ciblant la protéine tau, ce sont les approches de thérapie génique, et notamment les oligonucléotides antisens. Alors, vous connaissez peut-être cette technologie qui consiste à introduire un brin d'ADN complémentaire de la séquence d'ARN messager. Et lorsque ce brin d'ADN va se lier à l'ARN messager, ça va induire la dégradation de l'ARN messager et du coup une inhibition de la traduction de l'ARN messager et donc pas de production de la protéine. Eh bien, les oligonucléotides antisens dirigés contre l'ARN messager de la protéine tau sont en cours d'essai thérapeutique et ils suscitent un grand espoir devant des résultats intéressants déjà diffusés sur les biomarqueurs. Un premier oligonucléotide antisens, c'est le BIIB080 développé par le laboratoire Biogen. Et donc, l'idée, c'est que ces oligonucléotides antisens vont restaurer l'équilibre entre les isoformes de tau 3R et les isoformes de tau 4R et réduire l'agrégation de la protéine tau. Le problème de ces oligonucléotides antisens, c'est qu'on doit les administrer par voie intratécale et ils sont actuellement testés dans une phase 1-2 dans la maladie d'Alzheimer avec des résultats, donc je vous l'avais dit,
qui ont été présentés cet été à la AIC qui semblent très intéressants sur les biomarqueurs, puisque les patients traités montraient une diminution drastique de phospho-tau dans le liquide cérébrospinal. Mais ça, c'est la maladie d'Alzheimer. C'est une tauopathie un petit peu particulière puisqu'elle est mixte. Ces oligonucléotides antisens sont également testés dans les DFT. Là, il s'agit d'un autre oligonucléotide antisens développé par le laboratoire Novartis qui est actuellement en phase 1 dans la PSP. Voilà pour ces approches thérapeutiques ciblant la protéine tau. D'autres approches vont cibler les DLFT TDP43. Alors, pour comprendre ces approches, il faut revenir sur ce qu'est TDP43. C'est une protéine ubiquitaire dont l'expression est extrêmement régulée, qui appartient à la famille des ribonucléoprotéines nucléaires. Ce sont des protéines qui se lient à l'ARN. Et par voie de conséquence, TDP43 a deux domaines de fixation à l'ARN, comme l'ensemble des ribonucléoprotéines nucléaires. Les fonctions de TDP43 sont très diverses. Elle a des fonctions de traduction de l'ARN, elle intervient dans la plasticité synaptique, l'homéostasie mitochondriale, l'autophagie et la formation de granules de stress. Lorsqu'elle s'agrège, TDP43 forme ces inclusions caractéristiques, ces inclusions qui sont soit nucléaires, soit cytoplasmiques. Les inclusions nucléaires dans certaines formes de DLFT tardopathie portent le nom d'inclusion en œil de chat. Alors, est-ce qu'on peut cibler directement TDP43 ? Probablement, TDP43 elle-même est une mauvaise cible thérapeutique, ou en tout cas, elle n'a pas suscité de grand développement à l'heure actuelle. Et c'est probablement le caractère très ubiquitaire de TDP43 qui est exprimé dans l'ensemble des tissus et sa fonction de ribonucléoprotéine nucléaire extrêmement régulée qui en font une cible thérapeutique délicate. Il y a quelques drogues, quelques médicaments candidats, mais à l'heure actuelle, aucun traitement ciblant spécifiquement TDP43 n'est arrivé jusqu'aux essais thérapeutiques chez l'homme. Mais on peut cibler de façon indirecte TDP43, et c'est le cas des approches qui vont s'intéresser aux mutations C9orf72 et aux mutations sur le gène de la progranuline, qui sont responsables de formes génétiques de DLFT TDP43. Alors, parlons un petit peu de C9orf72. C'est une protéine qui est impliquée dans la régulation du trafic endosomal, l'autophagie et l'endocytose. Et la mutation responsable de DLFT sur le gène C9orf72, c'est une expansion d'hexanucléotides GGGGCC. Dans la première séquence intronique du gène, donc dans une séquence non codante du gène. Le lien entre ces expansions et la neurodégénérescence est encore imparfaitement compris. Il est possible qu'il s'agisse d'une perte de fonction du gène C9orf72 ou d'un gain de fonction toxique de l'ARN messager ou encore d'un gain de fonction toxique des répétitions de dipeptides parce que ces expansions de répétition peuvent être traduites par un mécanisme de traduction non conventionnel, peuvent être traduites en dipeptides qui vont être toxiques pour la cellule, et notamment s'accumuler dans les granules de stress et y accumuler des protéines comme TDP43. Voilà pour la physiopathologie des mutations C9orf72. Alors, les stratégies thérapeutiques qui ciblent C9orf72 commencent à apparaître. Ce sont des essais thérapeutiques qui vont cibler soit la sclérose latérale amyotrophique, soit la DFT SLA, soit la DFT pure, puisque vous savez que les mutations C9orf72 sont responsables de DFT plus ou moins associés à la SLA ou de SLA pure. Là encore, les approches de thérapie génique, on le vend en poupe, et Biogène, avec le laboratoire Ionis, développe un autre oligonucléotide antisens qui est actuellement en phase 1, qui inclut des patients qui souffrent de SLA exclusive, c'est-à-dire pas de phénotype de DFT associé, avec un design en doses multiples ascendantes et une phase d'extension qui est déjà prévue
à l'avance. Un autre oligonucléotide antisens inclut tout le spectre des mutations C9orf72, de la DFT pure à la SLA pure, et est actuellement en phase 1 et on attend de façon impatiente les résultats, puisque ce type d'approche d'oligonucléotides antisens, je vous le rappelle, a montré des résultats phénoménaux dans des maladies neurogénétiques et neurodégénératives comme les amyotrophies spinales chez l'enfant ou la myopathie de Duchenne. Il y a d'autres approches qui sont testées dans ces mutations C9orf72 et je veux citer cet essai qui teste la metformine, qui est un essai de phase 1, dont on devrait avoir les résultats dans les mois à venir. La metformine étant capable d'inhiber cette traduction non conventionnelle des répétitions d'hexanucléotides et d'inhiber donc la formation des dipeptides qui seraient toxiques pour la cellule. C'est un essai qu'il faut suivre parce que si ça marche, ça voudra dire que c'est bien les dipeptides qui sont toxiques dans les mutations C9orf72 et que ce n'est pas un autre mécanisme physiopathologique. Je vais finir par les mutations sur le gène de la progranuline parce que c'est là que les progrès sont les plus impressionnants et j'espère vous en convaincre dans les minutes à venir. Le gène qui code pour la progranuline, le gène GRN, il est situé en 17q21, juste à côté du gène MAPT qui code pour la protéine Tau. C'est un hasard qui laisse un petit peu perplexe. C'est une protéine ubiquitaire, la progranuline, qui est composée de 7 granulines. La progranuline n'est pas une protéine, puisque la progranuline exerce une fonction biologique, et les granulines, une fois que la progranuline est scindée, exercent également une fonction biologique autre et parfois en contradiction avec la fonction de la progranuline. L'activité biologique de la progranuline est multiple. Elle a 3 types de grandes activités, des fonctions trophiques et de neuroprotection, une fonction lysosomale, la progranuline va se retrouver dans le lysosome, et une fonction sur la microglie, une fonction anti-inflammatoire sur la microglie qui semble être particulièrement importante. Et pour exercer ces différentes activités biologiques, la progranuline va se lier à plusieurs types de récepteurs. Mais il y en a un qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le récepteur sortiline. Et ce récepteur sortiline, il va être responsable de l'adressage de la progranuline au lysosome. Donc, il va être responsable de sa fonction lysosomale. Et en adressant la progranuline au lysosome, la sortiline va favoriser sa dégradation. Quel est le lien entre les mutations progranuline et la pathologie TDP43 ? C'est un lien complexe, mais qu'on vient de comprendre dans une publication prestigieuse dans la revue Nature. Il a été montré que en fait, c'est par le biais de l'action de la progranuline sur la microglie que se forment les inclusions TDP43 dans les neurones. En fait, la perte de fonction qu'on observe dans les mutations progranuline va aboutir à des modifications progressives du transcriptome dans les cellules microgliales et induire un phénotype pro-inflammatoire de ces cellules microgliales qui va favoriser la formation des inclusions TDP43. Alors, comment est-ce qu'on peut agir pour restaurer les taux de progranuline qui sont déficitaires ? Eh bien, en ciblant les anticorps, en ciblant avec des anticorps monoclonaux le récepteur auquel se lie la progranuline, à savoir le récepteur sortiline, qui est encodé par un gène qui s'appelle SORL1, qui au passage est un facteur de risque, dont certains polymorphismes sont des facteurs de risque de maladie d'Alzheimer. SORL1 est abondamment exprimé dans le système nerveux central. Il régule l'endocytose et la dégradation de la progranuline. Et il y avait des données précliniques très encourageantes sur le ciblage de l'axe sortiline-progranuline dans des modèles murins qui étaient déficients en progranuline. Il a été montré dans ces modèles murins qu'en s'attaquant à la sortiline, eh bien, on restaurait le taux de progranuline et on améliorait la fonction de ces souris transgéniques. Fort de ces données précliniques, des essais ont été menés depuis 2016 et vous allez voir comment les choses s'accélèrent à une vitesse qui laisse pantois. L'essai de phase 1B, donc testé directement chez l'homme malade, c'est-à-dire chez des patients porteurs de la mutation sur le gène de la progranuline, l'essai de phase 1B INFRONT 1 montrait
une augmentation dose dépendante de la concentration de progranulines dans le plasma et dans le LCR chez les patients porteurs de mutations GRN. C'est-à-dire qu'il semblait que cet anticorps était capable de restaurer les taux de progranulines, à la fois dans le plasma et dans le LCR, à des niveaux normaux. Fort de ces données de cet essai de phase 1B, un essai de phase 2 a été mené à partir de septembre 2019, une étude en multidose, en ouvert, qui testait la sécurité, la tolérabilité de l'immunothérapie anti-sortiline chez des patients porteurs de mutations GRN. 40 participants ont été inclus et comme toutes les immunothérapies, c'était administré sous la forme de perfusion mensuelle pendant 2 ans. L'essai est encore en cours, il va se terminer début 2023, mais les données à 12 mois portant sur 12 patients symptomatiques ont été présentées à l'AAIC en juillet 2021. Donc, les données à 12 mois de 12 patients symptomatiques, puisque dans cet essai étaient inclus des mutations GRN présymptomatiques ou symptomatiques. Et là, ça a été la bonne nouvelle de l'été pour tous ceux qui s'intéressent aux dégénérescences lobaires frontotemporales. Les résultats présentés montraient que chez les patients traités, on voyait une correction du taux de progranulines dans le sang qui atteignait des taux normaux. Vous voyez ici les taux qu'on observe chez des sujets appariés en âge qui ne sont pas porteurs de mutations progranulines. Et vous voyez qu'en quelques semaines, il y a une correction du déficit en progranulines. Et cette correction, elle s'observait également dans le liquide cérébrospinal. Ce qui était encore plus intéressant, c'est que la chaîne légère des neurofilaments dosés dans le sang comme dans le LCR semblait diminuer en parallèle. Alors, vous savez que la chaîne légère des neurofilaments, c'est un marqueur de pronostic péjoratif. Ça a été particulièrement bien montré dans les DLFT, ça a été bien montré également dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, une diminution de ce marqueur finalement non spécifique de neurodégénérescence, c'est de bon augure pour le pronostic de la maladie. Vous voyez une diminution qui était assez significative d'un tiers du taux des chaînes légères de neurofilaments, du taux de NFL dans le plasma, une diminution moins impressionnante mais significative dans le LCR. Et puis, la suite doit être prise avec des pincettes, puisque comme c'était une étude en ouvert, il n'y avait pas de groupe contrôle et le groupe contrôle a été pris à partir de la cohorte GENFI 2 qui propose un suivi systématique à des sujets portant des mutations responsables de formes génétiques de DLFT, notamment des mutations sur le gène de la progranuline. Donc, ça n'a pas la valeur d'un essai randomisé en double aveugle. Mais par rapport aux patients de GENFI, les patients qui reçoivent l'immunothérapie anti-sortiline ont moins de progression de leur atrophie cérébrale globale ou particulièrement dans le cortex frontotemporal et moins d'expansion des ventricules. Même chose, encore à prendre avec des pincettes. L'évolution clinique comparée aux patients de la cohorte GENFI semble être bien plus ralentie chez les patients qui reçoivent l'immunothérapie anti-sortiline. Ils estimaient que par rapport aux patients de GENFI, la progression clinique était ralentie d'environ 50% à 12 mois. Donc, des données à considérer avec prudence, mais des données quand même très encourageantes et qui ont évidemment suscité le passage à un essai de phase 3, qui a été d'ailleurs débuté dès juillet 2020, qui va inclure 180 patients porteurs de mutations sur le gène de la progranuline et qui seront suivis avec un critère de jugement qui est cette CDR spécifique adaptée aux dégénérescences lobaires frontotemporales, la CDR NAC FTLD. Voilà pour ces données sur les stratégies ciblées, les stratégies thérapeutiques ciblées dans les dégénérescences lobaires frontotemporales. Quelques mots sur les stratégies non ciblées, ce qu'on pourrait appeler les traitements symptomatiques développés dans les dégénérescences lobaires frontotemporales. Il y a beaucoup de littérature sur l'apport de la stimulation magnétique répétitive transcrânienne, notamment dans les aphasies primaires progressives.
beaucoup moins dans les formes comportementales de DFT, même s'il y a quelques case reports qui ont été publiés, mais sur les APP, qu'elles soient non fluentes ou asémantiques, eh bien, la RTMS est actuellement testée dans une série de petits essais thérapeutiques. Certains sont arrivés à leur terme, et notamment il y a un essai espagnol qui vient d'être publié dans le JAD, qui avait inclus 20 patients, et l'essai montrait en immédiat, juste après la séance de RTMS, une amélioration du langage, que ce soit du langage spontané ou des performances en test, de l'apathie et de la dépression. Mais il n'y avait pas de suivi évolutif, ce qui permettait de relativiser la portée des résultats. Il montrait également une augmentation du métabolisme cérébral dans les régions atteintes, dans les régions paradigmatiques atteintes dans les APP non fluentes ou asémantiques. Ça n'est qu'un essai parmi d'autres. Il y a de multiples essais de RTMS en cours dans les APP. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Ce sera peut-être une de nos armes thérapeutiques. Cibler l'hypothalamus, c'est une autre approche potentielle. Actuellement, des essais sont en cours testant l'ocytocine, une hormone et un neuropeptide qui est impliqué dans le comportement social et l'empathie chez l'homme, dont les récepteurs à l'ocytocine sont exprimés dans l'amygdale, le cortex préfrontal médial, l'insula et le noyau accumbens. L'ocytocine est bien tolérée par voie intranasale et il semble qu'elle induit un meilleur métabolisme dans les régions limbiques associées à la réponse émotionnelle. Et un essai de phase 2 est en cours sur 112 patients DLFT avec un critère de jugement clinique, à savoir certains sous-items du NPI. Quelques mots de notre équipe à Lille. À Lille, nous avons en cours, nous avons soumis un projet de PHRC national qu'on appelle MediFTD, qui va cibler également l'hypothalamus pour améliorer certains des symptômes de la DFT, à savoir les troubles du comportement alimentaire, qui sont la source, qui font partie des causes qui alourdissent le fardeau des aidants. Et les troubles du comportement alimentaire sont une grande cause d'isolement social, de stigmatisation, de comorbidité et de décès dans la DFT. Ces troubles du comportement alimentaire, ils peuvent être ciblés, on peut s'y attaquer par le biais de la fonction hypothalamique. L'hypothalamus est sensible à certaines hormones qui stimulent l'appétit, comme la gréline, sécrétée par l'estomac, et à d'autres hormones qui stimulent la satiété, comme la leptine, qui est sécrétée par les adipocytes. Et ce sont les tannicytes, les cellules qui vont transporter la leptine dans le noyau arqué de l'hypothalamus à partir de l'éminence médiane. Eh bien, on a montré dans la DFT que l'hypothalamus, qui avait un profil hormonal de satiété, c'est-à-dire que les patients dans la DFT ont un taux de leptine très élevé, comme si leur organisme essayait de freiner leur appétit, mais que l'hypothalamus était insensible à ce taux élevé de leptine. Eh bien, la metformine pourrait être capable de restaurer la sensibilité de l'hypothalamus à la leptine en restaurant le transport de la leptine par les tannicytes. Et on a soumis un essai thérapeutique testant en crossover l'efficacité de la metformine sur les troubles du comportement alimentaire dans la DFT. Voici un exemple de traitement symptomatique qui est en cours d'évaluation, qui sera en cours d'évaluation, je l'espère, si nous obtenons le financement. En conclusion, je voudrais signaler le manque criant de biomarqueurs dans les DLFT, ce qui explique que les essais thérapeutiques dans les DLFT sont limités aujourd'hui aux causes génétiques ou aux phénotypes pathognomoniques, encore qu'il faudrait relativiser sur ce terme, des DLFT. Les approches ciblant la protéine Tau ont montré des déconvenues récentes, mais il subsiste un espoir qui est centré actuellement sur les oligonucléotides antisens. En revanche, il y a un espoir sans précédent pour les patients porteurs de mutations sur le gène de la progranuline, avec un possible traitement disease modifier pour les DFT avant la maladie d'Alzheimer. C'est ce que disaient certains avant les résultats, avant la mise sur le marché de l'aducanumab. En tout cas, des efforts de recherche restent à poursuivre sur les traitements symptomatiques
des LFT. Je vous en ai montré quelques exemples centrés sur l'hypothalamus. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thibaut pour cette excellente présentation vraiment très simple sur l'aspect des explications qui sont données sur les différentes cibles, alors que vraiment ces pathologies, tu l'as très bien montré, sont très hétérogènes, très complexes, on en découvre un peu chaque jour. Impressionné aussi sur tout ce champ de recherche et toutes les possibilités, et en effet, peut-être qu'on aura des traitements ciblés dans les DFT, peut-être même avant l'aspect maladie d'Alzheimer, et donc moi je trouve que pour les patients, vraiment, c'est beaucoup d'espoir parce que c'est des maladies qui déjà sont difficiles en termes de diagnostic, où il y a pas mal d'errances diagnostiques. Et donc, si on peut aussi leur permettre d'accéder à ces innovations thérapeutiques, c'est vraiment voilà, un espoir très, très important. Le temps nous est compté, donc merci beaucoup Thibaut. Je ne sais pas s'il y avait éventuellement, il n'y a pas de questions, mais s'il y a des questions du coup sur le chat, voilà, tu pourras les remplir en direct. Et puis je laisse la parole à Eric pour présenter la deuxième présentation. Merci beaucoup, merci beaucoup Thibaut. Voilà, juste avant, tu as plein de félicitations voilà, sur les commentaires. Merci Thibaut, merci Audrey. Nous sommes très heureux d'accueillir maintenant Madame Golda Gomel, qui est psychologue spécialisée en neuropsychologie, qui prépare actuellement un travail de thèse en neurosciences avec le professeur Frédéric Blanc. Et nous savons tous combien l'expertise de l'équipe de Strasbourg est reconnue dans la maladie à corps de Lewy. Alors, Thibaut Lebouvier a ouvert un peu notre appétit en parlant de stimulation magnétique transcrânienne dans la DFT. Et donc, je vais vous laisser nous parler de stimulation magnétique transcrânienne dans la maladie à corps de Lewy. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors déjà, merci de me recevoir aujourd'hui. Je vais donc vous présenter... Attendez une seconde. Je vais donc vous présenter l'étude de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive personnalisée dans les fluctuations de la maladie à corps de Lévy. Il s'agit d'un essai thérapeutique de type preuve de concept dont les porteurs sont les hôpitaux universitaires de Strasbourg et le principal investigateur, le professeur Frédéric Blanc. Il s'agit également d'une collaboration avec le Centre de neuromodulation non invasive de Strasbourg sous direction du docteur Jacques Fauché et d'une implication du laboratoire eCube. Alors, je vais directement vous décevoir en début de présentation. L'étude, elle n'a pas encore débuté. On prévoit la première inclusion au mois de décembre de cette année. Par contre, le CEMNIS a déjà fait 4-5 essais cliniques dans la maladie à corps de Lévy avec la technique et on a montré la pertinence. Je n'ai donc pas encore de résultats, mais je vais vous présenter la méthodologie. Donc, la stimulation magnétique transcrânienne répétitive est donc une technique de neuromodulation non invasive et indolore qui permet de moduler l'activité neuronale d'un groupe de neurones dans une région cérébrale cible. Et en fonction des protocoles, on peut donc induire des effets soit excitateurs, soit inhibiteurs. En termes de principes physiques, la technique consiste donc à induire un faible courant à travers une bobine de fil en cuivre posée sur le scalp qui permet de façon secondaire de générer un champ magnétique local. Et la TMS en général est donc utilisée pour étudier deux types d'effets, d'une part l'excitabilité corticale et donc d'autre part les effets thérapeutiques. Lorsqu'on parle donc de la RTMS, de l'aspect répétitif, ça fait vraiment référence à l'utilisation, à l'application des mêmes stimulations sur la même région cérébrale selon les mêmes paramètres qui vont donc induire des conséquences fonctionnelles et mener à des effets thérapeutiques. C'est une technique qui est utilisée couramment en clinique pour traiter notamment les dépressions pharmacorésistantes ou encore les manifestations moteurs dans la maladie de Parkinson, les hallucinations visuelles dans la schizophrénie. En termes d'essais thérapeutiques qui ont été menés dans la maladie à corps de Lévy au cours de ces 5 dernières années, on a une vingtaine d'essais pharmacologiques qui ont investigué 14 médicaments
et qui ont mis en évidence 2 molécules avec des résultats positifs. J'ai malheureusement pas trop le temps du coup de rentrer dans les détails, mais si le sujet vous intéresse, je vous invite à consulter la revue qui vient de sortir sur le sujet. Ce que l'on peut dire, c'est que comparativement à d'autres pathologies comme la maladie d'Alzheimer par exemple, on a peu d'essais pharmacologiques qui existent, mais proportionnellement aux études qui existent, on a tout de même un nombre significatif d'essais avec des résultats prometteurs. En termes d'études menées sur les techniques de neuromodulation dans la maladie à corps de Lévy, au cours de ces 10 dernières années, alors, on a encore moins de données, mais ce qui a principalement été investigué, c'est l'électroconvulsothérapie, en ciblant quasi exclusivement la symptomatologie dépressive dans la maladie à corps de Lévy. Et ces études ont donc mis en évidence des effets positifs. Et pour la rTMS, la seule étude qui a vraiment investigué les effets thérapeutiques dans la maladie à corps de Lévy est donc l'étude de Takahashi et collaborateurs. Et pareil, ils ont ciblé donc la symptomatologie dépressive et ils ont appliqué la rTMS au cortex préfrontal dorsolatéral. Ils ont mis en évidence une bonne tolérance de la technique et une amélioration de la symptomatologie. Donc, à notre connaissance, il n'y a aucun réel essai thérapeutique qui a évalué la rTMS dans la maladie à corps de Lévy. Alors, notre hypothèse physiopathologique s'intéresse au cortex insulaire et plus précisément à la partie antérieure du cortex insulaire. Des résultats menés au cours d'études précédentes, notamment de l'équipe du professeur Blanc, ont mis en évidence qu'on aurait des anomalies qui s'installent très précocement dès le stade prodromal dans la maladie à corps de Lévy au niveau de l'insulin antérieur. Donc, elle s'exprime notamment sous forme d'une atrophie, donc une diminution de la quantité de substances grises, et sous forme d'une hypoperfusion locale de l'insulin antérieur. Et ces données sont en cohérence avec la littérature sur le sujet. Ce qui nous a donc conduit à mettre notre hypothèse selon laquelle on aurait donc une atteinte précoce dans la maladie à corps de Lévy de l'insulin antérieur qui aurait un rôle de régulateur et de stabilisateur des systèmes d'éveil, et une dysrégulation de ces systèmes sous-tendus par l'insulin antérieur mènerait à une insuffisance fonctionnelle de l'insulin antérieur et se traduirait cliniquement par les fluctuations cognitives, plus précisément les fluctuations de vigilance. Alors, on a d'autres arguments en faveur de cette hypothèse, notamment le fait que les fluctuations cognitives dans la maladie à corps de Lévy sont corrélées à l'hypoperfusion de l'insulin antérieur. Alors, en termes de technique de rTMS, on va utiliser un protocole qui s'appelle le quadripulse stimulation et on va utiliser une approche de multicible personnalisée. C'est une approche qui est couramment étudiée au cours de 2 essais thérapeutiques au sein du CEMNIS. Et en fait, elle va nous permettre donc de prendre en compte les différences interindividuelles, signifiant qu'on va aller regarder pour chaque patient sur ses IRM cérébrales au niveau du cortex insulaire, où exactement se situent ces anomalies à lui. Et donc, le but sera de recouvrir l'ensemble de ces cibles. Et cette programmation de plusieurs cibles sera notamment possible par ce robot qui a été développé par le laboratoire iCube et qui est couramment utilisé en clinique au CEMNIS à Strasbourg. Ce qui ne serait pas possible en fait de programmer plusieurs cibles si on faisait comme dans les protocoles classiques en utilisant un opérateur manuel qui place manuellement la bobine. Et en plus, ça nous permettra en fait d'assurer une très bonne, une parfaite reproductibilité de ces séquences de stimulation. Alors, le quadripulse, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une technique vraiment novatrice au niveau des stimulations. Elle consiste à administrer un train de 4 pulses pendant 5 millisecondes, toutes les 5 secondes, pendant 15 minutes. Ce sont des séquences donc à visée excitatrice qui vont induire une augmentation de l'activité neuronale. Un des avantages de cette technique, ça va déjà être que ça va nous permettre, nous l'espérons, c'est ce qui a été mis en évidence avec les 4 essais qu'on a déjà fait, d'atteindre nos cibles insulaires qui se situent donc un petit peu plus en profondeur par rapport au tissu
qu'on stimule habituellement par RTMS. Et d'autre part, par la rapidité de la technique, ça va nous permettre en fait d'éviter une tétanisation douloureuse pour les patients, parce que ces 4 pulses, ils vont être perçus comme une seule stimulation par le patient. Et ça, pareil, ce ne serait pas le cas avec un protocole plus classique. Alors, en termes d'objectifs, l'objectif principal de l'étude sera vraiment de fournir une preuve de concept en validant l'hypoactivité de l'insula intérieure comme facteur causal, donc potentiel biomarqueur, dans l'instabilité du niveau d'éveil de vigilance dans la maladie à corps de Lévy. En termes d'objectifs secondaires, on souhaite donc évaluer l'amélioration clinique de l'éveil, qui se traduira idéalement par une réduction des fluctuations cognitives et éventuellement par une amélioration d'autres paramètres fonctionnels, par exemple au niveau de l'humeur ou des hallucinations. Et on souhaite évaluer de façon plus générale l'intérêt de ce potentiel biomarqueur comme outil prédictif de la réponse clinique et évaluer la reproductibilité de ce biomarqueur à l'échelle individuelle et son potentiel de biomarqueur diagnostique ou thérapeutique. Et on souhaite aussi évaluer de façon plus générale, la viabilité de la RTMS en tant que véritable outil thérapeutique et son potentiel translationnel, et donc relever toutes les informations nécessaires pour, si ça marche, des études consécutives. En termes de méthodologie, il s'agit donc d'une étude monocentrique, comparative à 2 bras, randomisée, croisée en double aveugle, qui emploie un design de type crossover à 2 bras, et on va contrôler l'ordre de passation des conditions par contrebalancement. Et on a donc créé 2 conditions de RTMS. Une première condition contrôle pour laquelle on souhaite appliquer les stimulations au niveau du cortex occipital et une deuxième condition expérimentale, VEROM, pour laquelle on va appliquer la RTMS au niveau du cortex insulaire de façon personnalisée. Nous sommes donc en train de recruter une trentaine de patients qui sont tous diagnostiqués avec la maladie à corps de Lévy et qui se situent à des stades de la maladie prodromaux, légers et modérés, mais pas sévères. Ces patients-là doivent présenter des fluctuations cognitives cliniquement significatives et elles doivent également avoir un principal aidant disponible, notamment pour les accompagner à certaines visites. Alors, ces 30 patients-là vont être randomisés en 2 groupes, le groupe 1 et le groupe 2. Et lors de la première phase de RTMS, le groupe 1 va bénéficier de la condition VEROM et le groupe 2 de la RTMS contrôle. S'ensuit une phase de 6 semaines de washout, puis de crossover. Et donc, lors de la deuxième phase, le premier groupe bénéficie maintenant de la condition contrôle et le deuxième groupe de la condition VEROM. En termes de critères d'évaluation principale, on va s'intéresser à l'intensité des fluctuations du niveau d'éveil entre avant et 1 semaine après la RTMS. Et pour cela, on a défini 2 variables. D'une part, le niveau d'éveil, qui sera calculé à partir du signal enregistré par électroencéphalogramme durant la réalisation d'une tâche de performance continue, donc en fait une tâche qui va évaluer le processus de vigilance des patients. Et on s'intéresse à des paramètres, les bandes bêta et θ, et puis la variable des fluctuations du niveau d'éveil qui seront également calculées à partir du signal EEG. En termes de critères d'évaluation secondaire, on a défini toute une série de variables cliniques, psychoaffectives et comportementales. Alors, on va évaluer en détail les fluctuations cognitives à travers différentes échelles. On va s'intéresser à d'autres processus attentionnels et d'autres fonctions cognitives. On va évaluer les hallucinations, l'humeur, l'autonomie fonctionnelle, la qualité de vie tant du patient que de son principal aidant, et évidemment enregistrer tous les effets secondaires. Et ces évaluations-là vont être d'une part réalisées en hétéro-rapporté par les médecins investigateurs, mais aussi par le principal aidant, et d'autre part, elles vont être évaluées en auto-rapporté par le patient quotidiennement de façon informatisée. On a aussi des critères en neuroimagerie, principalement issus des IRM cérébrales multimodales, et on va notamment s'intéresser à des potentiels changements au niveau de la perfusion de l'insula antérieure, et on a d'autres paramètres en EEG.
Donc, pour résumer, on a 3 grandes phases d'évaluation clinique et 2 phases de RTMS. Donc, voici un résumé. Tous les patients, dans un premier temps, vont passer toutes les mesures cliniques, donc le bilan cognitif, les échelles assurées par les médecins, des EEG et des IRM cérébrales pour bien localiser les cibles pour la RTMS. Dans un deuxième temps, en fonction du groupe, ils vont bénéficier de la RTMS qui va consister en 10 visites consécutives. Et ensuite, on a la deuxième phase d'évaluation clinique, identique à la première, le crossover, et puis la deuxième phase de RTMS où on change de conditions de traitement, avec une fois de plus 10 visites qui consistent en 20 sessions de stimulation, et la dernière phase d'évaluation clinique. Et cela nous fait en fait un total de 37 visites par patient, et ça va correspondre à 4 mois et demi de participation par patient. Et si tout se passe bien, une durée totale de l'étude de 15 mois approximativement. Et tel évoqué, on prévoit la première inclusion pour décembre. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Il n'y a pas encore de questions. Moi, j'avais des questions par rapport, comme vous allez analyser l'impact. Du coup, il y a aussi, on le sait, l'impact potentiellement des traitements dopaminergiques aussi sur l'éveil, la vigilance. Et puis, est-ce que vous avez prévu, peut-être dans un aspect ancillaire ou sur quelques patients, d'analyser aussi l'impact du sommeil et du coup des troubles du sommeil aussi, quand on sait qu'ils sont très importants dans ces pathologies et qui peuvent retentir aussi sur l'état de vigilance des patients atteints de pathologies à corps de Lévy? Oui, alors tout à fait, on prévoit d'évaluer les aspects du sommeil aussi à plusieurs reprises, justement avec les échelles informatisées que les patients auront à passer au quotidien. Et on va notamment aussi s'intéresser en fonction de si les patients présentent un trouble du comportement en sommeil paradoxal à ces aspects-là. Mais en effet, on va évaluer en détail le sommeil aussi, qui est aussi assez étroitement lié aux fluctuations de vigilance, en fait. Donc, oui. Qui peut peut-être du coup indirectement, c'est-à-dire que peut-être que la RTMS peut avoir un impact aussi sur le sommeil, enfin sur certains paramètres du sommeil et du coup après rejouer sur la vigilance. Peut-être qu'il y a cet aspect aussi on va dire plusieurs facteurs ou plusieurs acteurs au sein de ce mécanisme de vigilance, où vous pensez que ce sera plutôt que le sommeil ne peut être qu'un marqueur, en fait, mais ne sera pas acteur? C'est une intéressante question. Personnellement, je pense que c'est tout à fait possible qu'il y ait une interaction et qu'on ne peut pas diviser les choses si simplement que ça. Là, on a de la vigilance, mais je pense que c'est tout à fait possible qu'on ait des effets sur le sommeil aussi, personnellement. Il n'y a pas de questions pour l'instant. J'avais juste une question un peu pratique. Est-ce qu'il y a une contre-indication particulière à cette technique? C'était ma première question. Et la deuxième question, dans le cadre de l'inclusion des patients, est-ce que, alors j'ai bien vu que vous allez bien évidemment vous servir des critères habituels de maladie à corps de Lewy, est-ce que il sera également demandé des biomarqueurs pour avoir une certitude quant au diagnostic, que ce soit un DAT scan, une polysomnographie ou peut-être pas une scintigraphie ou MIBG, mais est-ce qu'il y aura également des biomarqueurs qui seront demandés pour être inclus dans l'étude? Alors, j'ai déjà oublié la première question. Ça, rassurez-vous, moi aussi. Ah oui, non, c'est bon, je m'en souviens. Okay. Donc, oui, elle a les contre-indications pour la RTMS, c'est ça? Oui. Alors, la seule contre-indication, en fait, pour la RTMS, c'est d'avoir des antécédents de crise d'épilepsie. Donc ça sera vraiment un critère qu'on va contrôler, aucun antécédent. Et sinon, évidemment, tout ce qui est implant métallique dans le cerveau, on peut pas inclure. Et du coup, la deuxième question, c'était quoi? Pour l'inclusion des patients, est-ce que vous demanderez des biomarqueurs pour confirmer le diagnostic de maladie à corps de Lewy? Alors, on ne l'a pas dans les critères officiels d'inclusion.
Je pense qu'il y a certains patients qui vont avoir, qui auront des preuves, mais pas pour tous. Mais c'est vrai que principalement, on s'appuie sur des critères cliniques. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup de cette présentation. On va du coup enchaîner sur la présentation, peut-être plus pour l'aspect innovation de structures ou de thérapies non médicamenteuses. Tout cet apport clinique et pratique dont les patients et les familles ont aussi beaucoup besoin. Et grâce du coup au travail qui est fait dans le village landais, et je vais laisser Eric présenter Gaël, mais je pense que c'était aussi important que la fédération, et on va promouvoir bien évidemment c'est plus qu'une initiative, ce beau projet qui commence à porter ses fruits au niveau des patients et des familles, parce que c'est aussi important que les innovations s'immiscent dans la vie pratique des patients, peut-être aussi sur les aspects de répit et sur les aspects de prise en charge. On a beaucoup parlé de traitement, mais c'était aussi important pour nous de parler un petit peu au moins de prise en charge. Et donc, on vous laisse la parole, Gaël et Eric. Merci Audrey. Merci Gaëlle d'avoir répondu présente à notre invitation. Donc, tu es psychogériatre, tu partages ton temps pour l'instant entre l'unité cognitivo-comportementale du centre hospitalier de Dax, mais surtout, tu es le médecin responsable du projet du village landais Alzheimer, que pour ma part, j'ai eu la chance de visiter il y a quelques semaines. Je te remercie encore de l'accueil que tu nous avais réservé. Le professeur Gabel avait vraiment raison d'insister sur cet aspect d'innovation des prises en soins non médicamenteuses. Donc, je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Je vais te laisser présenter et on échangera après autour des questions. Je te laisse la parole. Alors, comme pour moi, c'est la première fois que je fais ça par Zoom, il va peut-être y avoir un tout petit décalé sur ce que je veux faire et ce qui va être fait sur le diaporama. Alors, juste, ben voilà, déjà vous ne me voyez plus. Ah. Si, nous te voyons, mais nous ne voyons pas ton diaporama. Est-ce que tu vois tu fasses un partage d'écran. Oui. Est-ce que vous voyez le diaporama là? Nous te voyons à toi. D'accord. Bon. Alors, du coup, Zoom a disparu de mon écran. On a beau être innovant, il y a des techniques qu'on ne maîtrise pas tout à fait encore. Et pourtant, j'avais préparé la session. Alors, bon, Zoom a disparu de mon écran. Nous, on te voit très bien. Je pense que quand tu récupéreras la fenêtre Zoom, il y a, tu sais, écran partagé en Et vert. oui, il faut que je récupère en fait la fenêtre Zoom. Peut-être tout à fait en bas, dans ta barre de tâches du bas, tu as une petite caméra blanche sur un carré bleu. Voilà. Voilà. Et alors, écran, voilà. C'est bon? Vous voyez? Est-ce que vous voyez mon diaporama? Nous le voyons. Bon. Tout va bien. C'est bon, merci. C'est de l'apprentissage en direct, tout ça. Donc, merci beaucoup, Eric et les autres organisateurs pour m'avoir invité là aujourd'hui à partager avec vous notre approche du soin. L'approche du soin auprès des personnes âgées qui présentent des troubles du comportement chez des personnes qui présentent des troubles cognitifs modérés à sévères, à travers l'expérimentation du village landais Alzheimer, qui se situe donc à Dax, où je suis médecin référent et psychogériatre. Donc, dans cette structure médico-sociale, alors, voilà, il faut quand même que j'arrive à passer toutes les images. Si vous ne voyez pas les belles photos, vous n'allez pas tout comprendre. Donc, cette structure d'hébergement médico-social, elle est portée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental des Landes.
sur une idée d'Henri Emmanuelli en 2015, après avoir découvert et visité le village d'Ogeveck aux Pays-Bas. C'est un village au sens où c'est vraiment une agglomération rurale, c'est-à-dire que c'est sur 5 hectares arborés, délimités de façon sécurisée, composé de 4 quartiers. Chaque quartier est composé de 4 maisonnées de 300 mètres carrés chacune. Et ce village offre une possible vie communautaire avec des services multiples et qui seront totalement ouverts à l'extérieur lorsque la crise Covid sera passée, avec une brasserie que vous voyez là, une épicerie, un salon de coiffure, une médiathèque, une salle de spectacle, et tout ça situé autour d'une place centrale qu'on appelle la Bastide, que vous voyez sur la grande photo. Le village Landais Alzheimer, c'est donc une expérimentation unique en France et c'est le 3e village de ce type en Europe après Amsterdam et Rome. La médiatisation du village Landais Alzheimer, c'est une volonté politique et non celle des acteurs du terrain. On nous voit beaucoup sur les écrans de France 2 et autres. Ce n'est pas tout à fait notre volonté à nous, professionnels. Mais le seul avantage que j'y vois tout de même, c'est que ça nous oblige à garder le cap et les idées claires, à ne pas perdre l'essentiel de notre travail. L'innovation, elle tient dans la réunion de nombreux acteurs. Les acteurs d'horizons différents, les politiques, les médico-sociaux, la recherche, pour créer, faire vivre et évaluer au fil de l'eau un lieu d'hébergement où les moyens humains, architecturaux et domotiques sont optimaux pour accueillir les personnes qui présentent, quel que soit leur âge, une maladie d'Alzheimer ou apparentée, et les accompagner jusqu'au bout de leur chemin. La volonté affichée dès le départ, c'était de ne pas reproduire un modèle hospitalier, tant sur l'architecture que dans le fonctionnement. Donc oui, il n'y a pas de blouse blanche. Certains journalistes ont dit qu'il n'y avait pas non plus de stéthoscope. Il y en a quand même quelques-uns. L'accompagnement non médicamenteux, il est mis en avant avec certes l'espace Snooze Helen, l'art-thérapie, la thérapie par le voyage, mais surtout, comme je vais le développer après, le respect des rythmes de chacun, de la personnalité, des désirs, des besoins. C'est ça qui est au centre. Les nouvelles technologies, comme la fermeture centralisée des portes, des volets, la détection des levées nocturnes, la sécurisation du parc par le système Eviterance, contribuent à la diminution du risque de disparition inquiétante en respectant au maximum la liberté d'aller et venir totale sur ces 5 hectares. À l'inverse du modèle inclusif, ce qui a été pensé, c'est d'inviter l'extérieur. Donc l'extérieur est invité au village par la venue de bénévoles et l'ouverture aux familles, quelle que soit l'heure de la journée. Et au public, voilà, ce qui est compliqué, c'est qu'on a ouvert juste après la crise du Covid. On devait ouvrir en avril 2020 et finalement, on a pu accueillir les 3 premières phases d'accueil des patients n'a pu se faire qu'en mi-juin 2020. Donc, à ce jour, ce n'est pas totalement ouvert sur l'extérieur. Pour qui et avec qui? Le slogan qui est diffusé un peu partout dans les médias, que vous verrez, c'est 120, 120, 120. 120 villageois, 120 professionnels, 120 bénévoles. Ça, clairement, c'est un slogan de ce que j'appelle de la com, qui reflète certes une réalité chiffrée, mais qui porte à confusion. En effet, beaucoup, à l'entendre, pensent que pour un villageois, il y a un professionnel et un bénévole, ce qui est faux. Ils pensent qu'il y a un professionnel pour un villageois 24 heures sur 24, et vous doutez bien qu'avec 120 professionnels, on ne peut pas avoir quelqu'un 24 heures sur 24. Et qu'on n'a pas 120 bénévoles à ce jour. Pour faire une photographie de qui on a accueilli jusqu'alors, à la mi-août 2021, donc c'est à peu près 1 an après l'ouverture,
La population qu'on accueille se décline comme celle-ci. Donc, on accueille 108 personnes en hébergement permanent et on a 12 places d'accueil de jour. On fait les admissions, les demandes d'admission en fait sont faites sur par l'outil via trajectoire, avec le minimum d'informations malheureusement sur l'outil via trajectoire, mais on va à la pêche après aux informations. Il y a à peu près 72% de femmes, 28% d'hommes. La moyenne d'âge, c'est 79 ans, avec un écart de 39 ans à 100 ans. Les tranches d'âge, on a 10 personnes de moins de 64 ans, 21 entre 65 et 74, 54 entre 75 et 84 ans et 42 de plus de 85 ans. L'origine géographique, 85% sont de Nouvelle-Aquitaine et à peu près 70% des Landes. Mi-août, on accueillait donc 9 GIR 5-6, 69 GIR 3-4 et 30 GIR 1-2, ce qui n'était pas le reflet de la population qu'on a accueillie en juin 2020 et qui vieillit et avance dans la pathologie. À peu près 85% de gens qui ont une maladie d'Alzheimer, 10% de démence mixte, 3% de démence vasculaire et 2% de personnes qui ont une démence à corps de Lévy, une aphasie primaire progressive ou une atrophie corticale postérieure. Sur 108 personnes accueillies, mi-août, on en a 23 dont le MMS n'était pas faisable, 7 dont le MMS était supérieur à 24 et avec un MMS moyen à 12. L'équipe médicale qui accompagne les villageois, qui nous a été octroyée par l'ARS dans le cadre de ce projet, c'est 2,5 ETP, donc sur 4 têtes à ce jour. Un médecin généraliste à temps plein avec une orientation de soins palliatifs, un médecin généraliste à mi-temps orientation gériatrie, un psychogériatre qui est médecin coordonnateur à mi-temps et moi-même qui suis psychogériatre référent à mi-temps. L'équipe infirmière, c'est 12 personnes à temps plein. Comme vous le voyez là sur la diapo, il y en a 42% qui a été issus du milieu gériatrique et 58% non gériatrique. Quand tout le monde est arrivé, puisque quand le village est sorti de terre, tout le monde était nouveau, tant les professionnels que les villageois. Donc en fait, pour ces infirmiers, dont la plupart, 58% n'étaient pas issus de milieu gériatrique, et dont un quart seulement exerçait auparavant dans un lieu de vie, il a fallu apprendre un autre rapport au temps qui passe, à la maladie chronique et à la prévention des troubles du comportement. Les maîtresses et maîtres de maison, comme on les appelle ici, en fait, ils regroupent aides-soignantes, AMP et auxiliaires de vie. Donc, il y en a à peine la moitié des maîtres et maîtresses de maison qui sont aides-soignants. Comme vous voyez, 43 aides-soignants, dont 42% qui sont ASG, assistants de soins en gérontaux, 26 AMP, dont 46% qui sont ASG, et 24 auxiliaires de vie. Ce qui fait environ un tiers d'assistants de soins en gérontologie et 46% donc d'aides-soignants et 54% qui sont AMP ou auxiliaires de vie sociale. Cette hétérogénéité des parcours des professionnels maîtres et maîtresses de maison, elle était souhaitée par le conseil départemental et l'ARS. Cette hétérogénéité, c'est vraiment une richesse, mais donc par le fait qu'elle offre un regard multiple et avec des sensibilités différentes, mais il y a besoin vraiment de formation. Quant aux outils, vous imaginez bien, de communication, d'évaluation et de prévention des troubles du comportement. Le statut expérimental du village permet effectivement d'avoir eu plus de moyens humains
mais quand même avec certains inconvénients de par le statut vraiment expérimental, c'est-à-dire qu'on n'a que des professionnels qui sont en CDD, avec des mises à disposition en fait des structures antérieures, avec des salaires différents, voilà, qui sera peut-être dans l'avenir un frein. Bon, on verra au fur et à mesure. On a aussi donc un psychologue à temps plein, une psychomotricienne à temps plein, un ergothérapeute à temps plein et un kiné à mi-temps. La présence d'un binôme en fait, de maîtresse et maître de maison, elle se fait en fait sur les 11 heures. Il y a un binôme pour une maisonnée, c'est-à-dire un binôme pour 7 à 8 villageois par maisonnée. Chaque maisonnée possède 7 à 8 chambres autour d'une cuisine américaine, d'une salle à manger, d'un salon, d'une buanderie. Donc, vraiment une maison dont vous voyez un petit peu l'intérieur là, une maison classique de plein pied. Se sentir chez soi, dans la maisonnée, tout en appartenant à un petit groupe, faire société jusqu'à la fin de sa vie, c'est un des enjeux du village. Dans la mouvance du concept de Dementia Friendly Communities, le socle du prendre soin, c'est la bienveillance. Ce que l'on perçoit en premier au village, c'est la bienveillance dispositive, puis la bienveillance relationnelle. La bienveillance dispositive, c'est un concept emprunté à un sociologue belge, Emmanuel Belin, qui englobe la façon dont l'environnement, l'espace, l'architecture ont été organisés pour qu'ils soient bien disposés à l'égard de toute personne venant au village. C'est ce qui va créer les conditions qui permettront à tout individu, villageois, famille, soignant, bénévole, de se laisser aller de façon créative, de faire l'expérience du moment présent, tous les sens en alerte, permettant de connecter et les ressentis, les émotions, les pensées, voire les souvenirs. Permettre ainsi à chacun d'exercer son autonomie de volonté de partir, volonté de cueillir des fleurs, d'aller prendre un café à la brasserie, d'aller voir les ânes, de s'asseoir près de la fontaine. On peut ainsi faire coexister différents mondes et s'ouvrir au possible, avec une prise de risque effectivement assez réfléchi, entre autres celui de la chute, puisque le terrain fait 5 hectares avec des petites pentes, des lacs en plein milieu, des cailloux et de l'herbe. La bienveillance relationnelle, elle se retrouve dans la qualité de la présence. Et effectivement, avoir un ratio soignant villageois plus important qu'en EHPAD classique doit y contribuer. La présence tout au long de la journée du binôme de maîtresse de maison leur permet de s'octroyer des temps réels de rencontre sans intentionnalité, c'est-à-dire en mettant de côté l'utile ou l'utilitaire. Comme nous avons ouvert juste après le premier confinement, le masque est de rigueur pour l'ensemble des professionnels. Donc, on fait avec, on apprend à sourire avec les yeux, à exagérer les émotions faciales et le langage non verbal. Cultiver la sollicitude, c'est ce que j'essaye d'infuser en tant que médecin référent entre les soignants et les villageois. La sollicitude, c'est une manière d'être au monde, attentionnée, confiante, ouverte et engagée, authentique et responsable. L'idéal serait que ce soit ainsi à tous les étages hiérarchiques et entre tous les acteurs, politiques, administratifs, sociaux. C'est le challenge qui reste dans les années à venir. La vie du quotidien devient l'occasion de maintenir les capacités restantes. Plier le linge, étendre la tournée de linge, faire le lit, balayer la terrasse, mettre la table, faire les courses à l'épicerie. Les professionnels restent attentifs. Prenant le temps de rencontrer chaque villageois, le soignant peut se permettre de laisser faire, d'accompagner. C'est ce qu'on appelle avec une présomption de compétences. Mais cela demande de déconstruire certains mécanismes qui n'ont pas été faciles au départ, de désapprendre et reconstruire autre chose. Certains dogmes appris de longue date et de se reposer au quotidien la question de la non-malfaisance
sur la prise en charge et la prise en soin. Faire les courses à l'épicerie, à propos de ce que je viens de dire, je rebondirai juste là-dessus parce que ça a été l'occasion pour certains journalistes de critiquer le village landais Alzheimer en disant que c'était un village à la Truman Show. Clairement, il n'y a rien de faux ici dans ce qu'on fait. En fait, l'épicerie, c'est juste un lieu de stockage. Où les villageois viennent chercher le matin le journal, les pelotes de laine et les denrées nécessaires à faire le repas au quotidien, puisque de façon intentionnelle, ils n'ont pas tout le repas livré par les cuisines de la brasserie et qu'il en manque toujours un petit peu et qu'il faut aller chercher l'entrée ou le dessert pour cuisiner le gâteau ou le goûter. Il n'y a pas d'argent ou de faux argent qui servirait de monnaie d'échange. Ils viennent avec la liste des courses qu'ils ont préparées à la hauteur des capacités de chacun et après ils peuvent s'arrêter, boire un café à la brasserie, papoter, faire un tour ou bien jouer avec certains bénévoles au baby-foot par exemple qui est juste à ce moment-là. Les bénévoles, je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, il n'y en a pas 120. Il y en a à peu près 90 qui ont été formés à la première journée d'information. Et ça, c'était mi-2020. Et entre deux, il y a eu une perte assez significative de bénévoles. Et à ce jour, il y en a une quarantaine, ce qui fait à peu près 4 à 5 par demi-journée au village. Donc, on fait l'hypothèse qu'on espère bien prouver dans 3 ans qu'en préservant les activités du quotidien, non seulement les capacités restantes, mais aussi l'autonomie de décision ou de volonté de libre circulation, que nous arriverons à améliorer la qualité de vie des villageois et à amoindrir, voire à prévenir les troubles psychocomportementaux. Au quotidien, par cet accompagnement, nous mettons tout en œuvre pour diminuer le nombre d'hospitalisations, entre autres à l'unité cognitivo-comportementale, éviter les transferts en UHR et les hospitalisations pour des raisons somatiques. Les limites actuelles dans cette prise en soin, c'est qu'il n'y a pas d'astreinte médicale, il y a peu de temps de kiné par rapport à un nombre de chutes important et que c'est une pharmacie de ville avec laquelle nous avons conventionné par demande dans le projet demandé par l'ARS et donc ça pose quelques difficultés. On accompagne aussi les villageois donc, en soins de confort. On peut faire appel pour ça lorsqu'il y en a la nécessité à l'équipe d'hospitalisation à domicile. Donc, pour faire tout cela, on fait des staffs pluridisciplinaires 2 fois par semaine, au cours desquels on reprend l'histoire de vie, la personnalité, la maladie, le point sur les capacités fonctionnelles et cognitives. Et ces capacités fonctionnelles et cognitives, elles sont évaluées donc au fil de l'eau par une équipe de recherche de l'INSERM, du professeur Amieva. Donc, la principale étude actuellement en cours sur la qualité de vie des villageois et de leurs familles, des professionnels et des bénévoles, est celle du professeur Amieva, qui va en fait être sur au moins 2 voire 3 ans et tous les 6 mois sont interrogés les critères principaux de l'étude que sont la qualité de vie et la participation sociale. Et dans les critères secondaires, il y a tout l'aspect cognitif et psychocomportemental. Les premiers résultats vont sortir là bientôt, juste sur la représentation de la maladie d'Alzheimer dans la population générale. La deuxième étude actuellement en cours, c'est l'étude INOVPAD, et c'est une étude menée par l'Université de Bordeaux aussi,
dont les axes de réflexion sont le care, l'interprofessionnalité et le lien avec l'extérieur. Il existe aussi un comité d'éthique et un comité scientifique présidé par le professeur Dartigue et le professeur Dubois, et comité éthique présidé par le professeur Dulac de Bordeaux. Et une thèse sur le modèle socio-économique est en cours. D'autres projets sur des thèses d'architecture ou de sentiers publics devraient avoir lieu dans les semaines, voire les mois à venir. Donc, toutes les notions d'éthique appliquées à notre quotidien au village, les principes d'autonomie, de bienveillance dispositive et relationnelle, le pari du sens, la présomption de compétences, la recherche de l'assentiment, elles sont issues de lectures diverses que je vous ai mis ici, et bien d'autres. Et grâce au comité éthique et scientifique, on va continuer à nourrir la réflexion, de même qu'avec les études en cours du professeur Amieva et l'étude INOFPAD. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention bienveillante malgré la caméra et la distance. Merci, merci beaucoup pour ta présentation qui était vraiment très claire. Juste un commentaire, puisque j'ai eu l'occasion de visiter le village avant que nous passions aux questions. Tu as dit 2 mots qui ont peut-être interpellé certains sur la communication. Juste pour dire que même si on vous a tiré dessus à boulet rouge au départ, en mettant en avant l'idée qu'il y avait un projet politique au départ, j'ai vraiment constaté que l'équipe pluriprofessionnelle avait vraiment pris à bras-le-corps le projet et que tout le monde était porteur de ce projet, et ça se voit vraiment quand on y rentre. Sur le plan architectural, pour moi, c'est une réussite époustouflante. Quand on est originaire du Sud-Ouest, qu'on rentre dans le village, on se retrouve dans la Bastide gasconne comme on peut la connaître. Et puis, sur le plan de la prise en soin, c'est vrai que moi, pour ma part, j'ai retrouvé cette prise en soin psychogériatrique, on va dire, un peu classique dans les établissements où on a essayé de développer ça, que ce soit avec le non-port des tenues professionnelles, que ce soit… Alors, c'est vrai, comme tu le disais, le seul moyen de reconnaître un professionnel, c'est de voir ceux qui portent des masques, sinon, on ne sait pas qui est qui, ou ça, effectivement. Cette notion de prise de risque, qu'à un moment donné, tu as clairement établi, on se retrouve tout à fait là-dedans. Ensuite, je ne sais plus si tu l'as dit, mais on est sur un coût pour le résident qui est à peu près, ou qui est le même coût qu'un établissement du département des Landes. Et enfin, il me semble que vous aviez 5 ans avant de faire l'évaluation, mais on peut imaginer, enfin je ne sais pas si la décision a été prise, qu'il y ait quelques années de plus de données avant d'évaluer le projet expérimental, puisque vous avez commencé quand même avec une balle dans le pied qui était le Covid. L'étude du professeur Amieva, elle est là sur 2 ans, et c'est sûr que les premiers résultats, ils sortiront. Donc là, on va commencer la V12, la visite à 12 mois, en novembre, là. Voilà. Et donc, on met à peu près 3 mois à faire l'ensemble des visites des 108 villageois. Donc, je pense qu'au bout de 2 ans, de toute façon, elle sortira déjà des résultats. D'accord. Il y a quelques questions. On me pose la question d'activité physique adaptée dans le village. Il y a par l'intermédiaire d'un des animateurs qui est APA. Et je pense que dans le quotidien, de toute façon, de ce que j'ai vu, les gens ont une activité physique, on va dire, spontanée, puisque voilà, tout le monde se promène. Il y a la ferme derrière où on peut également aller. Et c'est vrai que vraiment, même malgré les seuls petits bémols sur l'architecture, avec des risques de chute dans les marches, les gens se promènent quand même beaucoup. J'ai une autre question sur, avez-vous le projet d'embaucher un ou une neuropsychologue ou psychologue spécialisé en neuropsychologie, en sachant que pour l'instant, si j'ai bien compris, les évaluations, elles sont faites dans le cadre de l'étude, de toute façon. Oui,
Oui. C'est la psychologue de la recherche de l'INSERM qui fait tous les MMS, autres tests, NPI, dont après, moi, je me sers au quotidien en clinique pour pouvoir former et informer les équipes. Donc, il y a un lien vraiment fort entre la recherche et la clinique au quotidien qui s'est instauré. Donc, pour l'instant, l'ARS, on a un psychologue, mais pas en vue de neuropsychologue. Et est-ce qu'il y a d'autres animaux que les ânes? Moi, Il y a j'ai vu des 2 superbes ânes, carpes. des carpes, voilà, c'est ça, et 3 chats. C'est ça. Deux que j'avais portés en projet et un petit qui vient de s'inviter. Et est-ce que les pensionnaires peuvent arriver avec leur animal domestique? Non, Bon. non, Et à ce jour, ce n'était pas ce qui était en fait envisagé. moi, les seuls animaux domestiques que j'ai croisés, c'était les visiteurs. Et dernière question pour ma part, il me semble que les admissions sont ouvertes à la France entière, que du fait qu'on est sur un projet expérimental, les entrées ne sont pas limitées aux Landes ou même à l'Aquitaine, mais que toute la France peut adresser des patients dans le village Alzheimer. Oui, je crois que j'ai donné tout à l'heure les chiffres, je crois que c'était 85% de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Et après, c'est sûr que c'est les plus jeunes qui viennent de loin. Paris, maintenant, on est à 2h30 d'Aix-Paris, donc Paris, oui. Il y a une dame qui vient de Lille aussi, une de Nantes, une de Brest. Souvent, c'est par l'intermédiaire des CM2R. Ça a l'avantage qu'effectivement, tout le monde peut en profiter. Ça fait juste monter le prix de l'immobilier dans notre région. Ça, c'est juste un trait d'humour. Et il me semble qu'il y a une autre question. Prise en charge orthophonique ou neuropsychologique, point d'interrogation. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans le village? Alors, dans les professionnels en fait, qui appartiennent au village, il n'y a pas d'orthophoniste. Cependant, dans l'architecture du village, il va y avoir un centre de la mutualité française qui va s'ouvrir normalement dans quelques mois, et peut-être avec un dentiste et un orthophoniste. Et donc, on espère beaucoup de cette ouverture qui a été retardée à cause du Covid. Donc, les orthophonistes, en fait, c'est les orthophonistes qui suivaient déjà les villageois avant qu'ils rentrent au village, enfin voilà, qui continuent à les suivre, ou peut-être par le biais de l'ouverture du centre de la mutualité française. Sur le plan des soins dentaires, Dieu sait combien c'est compliqué d'assurer des soins dentaires de qualité à des patients atteints de troubles cognitifs dans nos établissements. J'ai une question de Maria, je suis désolé que je n'avais pas vu sur le chat. Comment vous gérez les troubles du comportement perturbateur? Point d'interrogation. On les prévient. Non, on les prévient, c'est ça. On ne les gère pas, on les prévient, on essaye de faire ça. Et après, de la même façon que dans mon service à l'UCC, oui, on utilise des médicaments psychotropes qu'on essaye de diminuer en fait au maximum. Non, on n'a pas diminué de 80% les neuroleptiques, comme il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il l'avait vu dans un reportage. Il m'a dit « Ah, bah, vous avez diminué de 80%. » Non, il n'y a pas de résultat d'étude, donc pour l'instant, je ne crois pas. Et je crois surtout à la formation des soignants pour prévenir les troubles psychocomportementaux. Et je pense qu'on ne peut pas y arriver là tout de suite, même si les journalistes nous demandent des résultats tout de suite, en un an, avec une équipe totalement nouvelle qui ne se connaissait pas, avec que même pas la moitié d'aides-soignants. Donc, il y a aussi de la formation à faire. Donc, je pense que c'est ça qui nous permettra de réduire la marche. Je crois. Alors, l'ocytocine, je crois l'avoir vu tout à l'heure dans la présentation. Moi, je crois beaucoup à ça. Alors, je parle de bienveillance et de sollicitude, mais c'est sûrement par le biais de l'ocytocine. Et peut-être qu'il y aura une étude qui peut se monter là-dessus. Et enfin, moi, une dernière question. Avant que tu ne puisses pas dire non, il me semble bien que tu acceptes qu'on vienne te rendre visite sur rendez-vous pour voir un petit peu. En tout cas, je redis que nous sommes… Avec invitation officielle qu'on est en train de faire. Parfait. Je laisse la parole à Audrey. Je pense qu'elle trépigne pour faire un commentaire ou poser une question. Oui, non, c'était vraiment pour vous féliciter. Vraiment, ça donne plein d'espoir. Bravo, parce que ça redonne
la bienveillance, de l'humain en fait par rapport à ces pathologies. On a beaucoup parlé de traitement, mais on voit aussi que le temps, les personnes, le contact, la vraie vie, entre guillemets, permet aussi de prévenir pas mal de complications de ces pathologies. Si on pouvait avoir ce type de structure sur l'ensemble peut-être des différentes régions, je pense que ça serait aussi pour les patients et pour les familles un changement de regard sur la maladie. Parce que vous l'avez très bien dit, je pense que, et d'ailleurs Hélène Amieva travaille dessus sur voilà, le stigma de la maladie. C'est essentiel que ce type d'innovation nous apporte un nouveau regard sur la pathologie. Et donc vraiment bravo et félicitations pour le travail que vous faites au quotidien pour ces patients et pour cette innovation en termes de structure et de prise en soin. Merci. Voilà. Et puis, donc, du coup, j'ai aussi l'honneur de finir ces journées, donc ce séminaire scientifique d'automne de la Fédération des centres mémoire. C'est avec un immense plaisir qu'on a partagé ensemble pour les orateurs en présentiel et en distanciel. Une journée très riche, beaucoup de partage. On est vraiment ravis. Il y a eu des pics à plus de 150-200 personnes au sein de ces journées. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt au sein de la fédération qui essaye d'être le plus informatif possible. N'hésitez pas à vous recenser, à recenser aussi vos collaborateurs pour qu'on puisse diffuser le plus largement possible toutes ces innovations, tout ce qui est fait dans les centres mémoire en France, mais aussi au niveau européen et au niveau international face aux enjeux auxquels on va devoir être confrontés dans des prochaines semaines, mois et années. Merci aux membres du bureau de m'avoir aidé et de nous aider au quotidien à porter cette fédération. Et puis à nos 3 sponsors qui nous soutiennent de manière annuelle et qui en particulier là, nous ont soutenus pour le séminaire, Vaincre Alzheimer, Biogène et le laboratoire Roche. Merci beaucoup à tous et à très très bientôt. Découvrez Advance, un programme de formation dédié à la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est un enjeu mondial de santé publique. Elle repose sur une prise en charge multidisciplinaire tout au long du continuum et en particulier dès les stades précoces de la maladie. Des milliers d'informations, de données cliniques, de stratégies de prise en charge sont générées chaque jour dans vos domaines d'intérêt. Advance vous facilitera l'accès à de l'information cliniquement pertinente pour la prise en charge de vos patients. Advance est un programme de formation médicale élaboré par 16 experts multidisciplinaires internationaux. Enrichi par un comité scientifique français composé de spécialistes de la maladie d'Alzheimer. Advance est un programme de formation complet qui vise à vous apporter une information cliniquement pertinente. Qui peut bénéficier d'Advance? Advance s'adresse à tous les professionnels de santé prenant en charge les patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées. Quel que soit votre niveau de connaissance, venez découvrir le programme Advance. Advance, c'est un parcours de formation à votre convenance, que vous disposiez de quelques minutes ou de plusieurs heures. Advance est composé de 4 modules, la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, l'évaluation clinique, la neuroimagerie pour le diagnostic et le suivi, les biomarqueurs pour le diagnostic précoce de la maladie.
Advance est une initiative qui vise au partage des savoirs validés dans la maladie d'Alzheimer, en particulier concernant le diagnostic précoce, la prévention des troubles cognitifs. C'est aussi un programme ajusté à la prise en charge clinique française et qui s'adaptera à la réalité de votre agenda. Venez découvrir Advance.